Salut Fabien, Bonjour Pascal, ça va? très bien et toi? Ouais, ça roule. Bienvenue dans l'émission en direct sur Euh, videobourse.fr. Merci de m'avoir invité. Arnaud nous a bien présenté sa partie. On voit qu'il est calé, hein. Bon, quand tu l'avais annoncé, hein, c'est un ancien de chez Morgan Stanley, également un ancien de chez UBS, donc c'est pas n'importe qui, donc c'était vraiment très intéressant. On voit qu'il y a de la qualité chez DMT. Donc là, on va enchaîner avec ta partie, qui est plus la partie technique et plus précisément sur le Forex, c'est ça? C'est ça, ouais. Plutôt la partie graphique, la partie forex et pure trading, on va dire. D'accord, bah écoute, je te laisse déjà te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis ensuite nous présenter le site dont c'est toi qui es responsable, je crois, et puis le projet et ton approche des marchés. Ok. Donc moi, je suis Pascal Talarita. Donc j'ai commencé le trading en parfait amateur durant mes études universitaires. Et puis j'en avais marre des études et j'ai voulu faire un petit pari que je recommanderais à personne. En gros, c'est de miser mon prêt étudiant sur les marchés financiers. Et bon, au début, ça s'est pas super bien passé et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et j'ai eu un coup de bol monstrueux en fait avec l'arrivée de la crise des subprimes et surtout la chute de Lehman Brothers, qui m'ont permis de gagner de l'argent et de me refaire un peu et de dire c'est bon stop, je me lance là-dedans en tant que professionnel et je vais essayer de vivre de mon trading. Donc voilà pour la petite histoire. Et après mon approche, elle a un peu évolué si tu veux tout au long de mon aventure sur les marchés. Donc au début, je pense que comme tout le monde, bon, j'avais pas 50 000 sources d'informations, donc j'étais sur deux trois sites, ABC Bourse surtout, parce qu'on avait vanté les mérites. Et puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment 50 sites, hein, il y avait eux, il y avait Trading School qui commençait un peu à exister, mais il n'y avait pas encore le même contenu qu'aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai vu deux trois choses sur l'analyse technique. Au passage, j'ai découvert d'ailleurs l'analyse technique parce que je connaissais absolument pas avant. Je savais que je voulais être trader, apprendre le trading, mais je pensais que voilà, quand j'étais gamin, quand j'avais vu les films, parce que moi je suis génération années 80, 90, quand j'ai vu les films Golden Boy, Scapar et compagnie, bah, je pensais que et puis comme je vis sur la Côte d'Azur, je pensais que le trading c'était ça en gros, à la crie, etc. Et d'ailleurs pour l'anecdote, un peu avant mes 18 ans, en gros, quand j'ai voulu commencer à m'intéresser au trading, je me suis dit, oh mon dieu, je me rappelle quand j'étais petit, il fallait apprendre tout un tas de signes avec les mains pour passer des ordres et tout. Donc, j'avais revu des vidéos pour apprendre comment parler en gros avec les signes. Et ensuite, au niveau de mon approche, au début, voilà, comme je disais, comme tout le monde, j'ai un peu regardé les indicateurs, j'ai essayé un peu d'anticiper le marché. J'ai beaucoup apprécié de trader les divergences au début. Et puis, il y avait beaucoup de frustration en fait dans mon trading. J'arrivais pas vraiment à être super régulier, c'est-à-dire que j'avais des périodes de gains, des périodes de pertes, et psychologiquement ça me convenait pas. C'était pas une approche qui me convenait réellement. Et à force de tâtonnement, et à un moment donné, quand j'ai subi une très grosse perte, je me suis dit bon, plutôt que d'apprendre à trader comme il faut ou comme on m'a dit qu'il fallait faire plus ou moins, je vais déjà essayer de voir en fonction de ma propre psychologie et de ce que je veux faire sur le marché, quel type d'approche pourrait me correspondre. Donc j'ai essayé d'être le plus baba cool possible et le plus pas long terme, mais voilà, peut-être sur du moyen terme, court terme. Enfin, je dis pas pour moi court terme, c'est quoi plutôt H4, etc. Mais pas du très court terme style scalping, parce que je savais dès le début que ça me correspondait absolument pas. J'ai testé, hein, mais je suis absolument pas fait pour ça. C'est trop nerveux pour moi et je suis pas ce type de trader. Et puis les éléments en fait que j'ai mis en place petit à petit me permettaient non pas déjà de solutionner des problèmes techniques, mais de solutionner des problèmes psychologiques. Par exemple, mon principal problème, c'était comment, en gros, ne pas être frustré d'avoir loupé une position. Comment ne pas être frustré parce que ma position, son stop a été touché, c'est reparti ensuite. Comment ne pas céder en fait à la panique, ou en tout cas essayer de recouvrir mes pertes quand je fais des pertes justement. Quel type de mouvement, comment est-ce que je fais pour gagner, comment est-ce que ça se passe. Enfin, il y a une tendance, comment est-ce que j'ai fait pour perdre alors que le marché a continué à monter. Et donc toutes ces petites questions, d'abord sur le plan psychologique, j'ai essayé de trouver des solutions. Donc voilà, c'est passé par, au début c'était très con, hein, c'était des petits post-it sur mon ordinateur, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Et puis ensuite il y a eu deux trois autres petites choses assez logiques en fait, hein, parce que je suis j'ai énormément développé le côté logique en fait dans mon trading plutôt que le côté technique. Et quand je me suis rendu compte qu'en plus un marché ça correspondait plus ou moins à ma vision, à ma façon de faire, je me suis dit bon, c'est bien, je peux marier en fait les solutions psychologiques avec des solutions pratiques. Et donc j'ai développé une approche qui est plutôt statistique plutôt qu'une approche purement graphique, analyse technique. Donc c'est-à-dire que je me sers d'outils
de l'analyse technique pour m'aider à quantifier ou à repérer par exemple une situation, mais mon approche va plutôt être purement statistique et graphique, c'est-à-dire que je vais pas essayer d'anticiper, je vais pas faire des scénarios à la hausse à la baisse en disant voilà quand on sera là je vais vendre parce que ça, je traite pas les divergences, les cassures, les rebonds sur les supports résistants, c'est modérément en fait, ça dépend de la situation, etc. Pareil pour les indicateurs, tout ce qui est les théories, etc. J'ai tout étudié, hein, je me suis éclaté avec les fourchettes d'Andrew, je me suis éclaté avec deux trois choses un peu qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais ça m'a jamais réellement comblé sur le marché. Par contre, à côté de ça, comme je reste passionné, je pense comme tout le monde, par l'analyse technique et les graphiques, j'adore à temps perdu, alors peut-être un peu moins maintenant parce que j'ai plus trop le temps, mais j'adorais voilà, tester des indicateurs, des systèmes, etc. Mais pour le trading passion et pour le trading professionnel, je préférais que ça aille le plus vite possible, sans trop me prendre la tête. Et en gros, ce que je voulais, c'est être capable de perdre en m'en foutant complètement et en me disant c'est pas grave. Si je sais que si je suis la tendance à long terme, même si je perds de temps en temps, grosso modo sur le mouvement global, je gagnerai de l'argent. Donc j'ai essayé de m'inculquer cette manière de faire et voilà. Donc pour mon approche, on va dire, c'est plutôt une approche statistique. Donc j'ai essayé de pas mal la développer ou d'expliquer deux trois choses dans la série de webinaires que j'ai fait pour ActiveTrade. Alors voilà, là c'est pas ma plateforme, mais c'est les mêmes setups que j'utilise. Donc là par exemple, tu vois les bandes de Bollinger. Alors déjà moi ce que je fais, je traite pas tous les jours. Moi ce qu'il me faut c'est de la volatilité de partout. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai beaucoup de volatilité et donc une belle tendance en journalier, je sais très bien qu'une tendance est composée d'impulsion et de correction, et qu'une correction, qu'est-ce que c'est? Alors certes, c'est une petite baisse du marché en journalier, c'est 2, 3, 4 bougies baissières en 4 heures, mais en 30 minutes, en 15 minutes, etc. Par contre, ce sont des belles petites tendances baissières, et les impulsions sont des belles tendances haussières. Donc déjà, lorsque je vais trader, même en intraday, je regarde ce qui se passe en gros en journalier pour me dire, voilà, est-ce qu'en journalier, je suis dans une situation de volatilité qui m'intéresse ou pas? Alors, maintenant, pour parler de la situation de la volatilité qui m'intéresse, en gros, c'est pas très compliqué. Ce que j'adore, voilà, c'est le surf, en gros, sur la bande de Bollinger, donc la phase 2 et la phase 3. Et puis, à partir du moment où on arrive en phase 4, donc la volatilité est un peu moins présente, ben, j'essaie de voir s'il y a quand même un petit coup à jouer parce que ben, souvent, c'est une grosse correction, donc il y a peut-être une belle tendance baissière qui se met en place. Mais en règle générale, j'évite de trader dans ces zones. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où pendant 3, 4, 5 jours, je passe aucun trade. Alors la tentation est grande, donc du coup je fais un tout petit peu de pur intraday le matin. J'essaie de voir s'il n'y a pas un range qui s'est mis pendant la nuit sur l'euro-dollar. Et puis voilà, j'essaie de le borner. Alors je ne vais pas trop le borner avec les supports résistance parce que dans mon approche, comme j'ai plutôt une approche statistique plutôt que graphique, pour moi le support résistance, si tu veux, sur l'euro-dollar, je ne sais pas vraiment si c'est un niveau extrêmement important ou si c'est un vrai niveau, s'il n'a pas été créé juste par entre guillemets le pur fait du hasard, parce que il y a le principe de co-intégration sur le Forex. Enfin, je ne sais pas si c'est le système des paires croisées. L'euro-dollar, quand il monte, s'il faut, c'est peut-être pas à cause de l'euro-dollar, c'est peut-être un mouvement qui est lié à une action, à un indice, à un futur ou à une autre paire. Alors peut-être pas vraiment pour l'euro-dollar, parce que c'est la paire la plus tradée, mais je prends l'exemple d'un support résistant sur EuroCAD ou sur GBPOD, EuroNZ, etc. Je me pose tout le temps la question de savoir, bon, on m'a dit qu'il faut que je fasse gaffe au niveau des supports résistance, mais est-ce que c'est réellement un niveau de support sur la paire considérée? Donc, un niveau de support, c'est un niveau d'achat. Est-ce que réellement les gens vont acheter sur vont acheter sur ces niveaux, si tu veux, la livre par rapport au dollar australien? Ou est-ce qu'en fait, c'est surtout des mouvements sur le câble lui-même et peut-être sur le dollar néerlandais face à d'autres devises qui vont créer en fait cette zone de support? Parce que je pense qu'il a échappé à personne qui a entre guillemets une corrélation de différentes paires. Mais c'est normal, elles ont quasiment les mêmes composantes. Hein. Toutes les paires avec l'euro, elles ont l'euro. Donc si l'euro bouge beaucoup, en général, les paires bougent plus ou moins de la même manière. En tout cas, peut-être pas avec la même volatilité, mais elles dessinent des supports et des résistances à peu près au même moment. Donc c'est pour ça que, en gros, je me suis toujours posé des questions dans la construction de mon approche. Est-ce que je dois utiliser des considérations graphiques, mais avec la destination de dire que voilà, j'utilise parce que je pense que tout le monde va les utiliser. Par exemple, tout le monde va utiliser ce support, donc tout le monde va acheter. Pareil pour la résistance. Ou est-ce que je vais plutôt l'utiliser d'un point de vue statistique en me disant, voilà, en gros, tant que je suis entre ces deux niveaux qui peuvent être très tradés, alors j'aime beaucoup utiliser le tick profile. Donc le tick profile sur les devises, c'est tout simplement le nombre de ticks d'après le fournisseur de flux. Hein, ça dépend bien sûr le fournisseur de flux. Mais en gros, c'est le nombre de ticks qui a été créé dans une zone. Et donc, je me dis que dans les zones en gros de creux, si tu veux ici,
c'est des zones d'accélération dans lesquelles le marché n'a pas eu le temps de faire beaucoup de cotations. Et dans les zones de pic, bon, bah, c'est des zones un peu plus particulières. Donc, par exemple, pour mes supports résistance, j'aime beaucoup me baser voilà, sur les pics, sur les creux, plutôt que directement sur le sommet ou sur le creux sur le graphique. Parce que, voilà, encore une fois, je ne suis pas très friand de me dire bah, ce support-là, il est vraiment parfait, etc. Je préfère plutôt me dire, bon, j'ai un flux, j'essaie de suivre ce flux, point final. Et là où, en fait, où j'ai vraiment compris que c'était dans ce type de voie que je voulais m'orienter, c'est en regardant en fait des graphiques qui n'avaient strictement rien à voir avec un marché financier. Donc des graphiques, par exemple, météorologiques, des graphiques sur l'offre et la demande aussi quand même, hein, donc par exemple sur l'offre et la demande de l'immobilier ou tout autre graphique. Et je me suis rendu compte que de toute façon, quel que soit le graphique qu'on ait sous les yeux, on a tout le temps des tendances, des ranges, et on peut même réussir à imaginer des supports résistance, des ranges. Et du coup, je m'étais prêté à une petite expérience. J'avais recréé des graphiques sur Excel avec la fonction aléatoire, si tu veux. Et donc, c'était vraiment une courbe qui était archi liée au hasard. Hein. C'était vraiment la fonction aléatoire. Et je me suis rendu compte que ben, ça faisait des tendances, des ranges, et même, j'avais même des avalanches baissières qui fonctionnaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais une avalanche baissière sur mon graphique, et juste après, il y avait une tendance baissière, en gros, un mouvement baissier. Et je trouvais ça très marrant, et ça a remis en cause, en fait, ce que je pensais sur l'analyse technique, en tout cas, ma manière de faire précédente, c'est-à-dire de penser que l'analyse technique, c'est celle qui gère, en gros, le monde, ou en tout cas, que tout le monde la suit, et que c'est vraiment une approche qui est pure parce que on regarde bien les niveaux d'achat, de vente, etc. Et je me suis dit, bon, je vais plutôt prendre une approche statistique. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait le plus gros tilt, si tu veux, c'est, par exemple, sur une série aléatoire, j'avais une courbe au début qui montait, et par exemple, elle montait du chiffre 1 au chiffre 13, peu importe. Hein, et ça, en fait, si tu veux, c'était un résumé de plusieurs données, parce qu'en fait, j'avais fait 100 données, et sur les 100 données, on commençait à 1 et on finissait à 12. Et quand on regardait, en fait, on découpait tous les chiffres qui composaient en fait cette série, on voyait qu'en fait, ben, un coup ça montait, un coup ça descendait, un coup ça montait, un coup ça descendait, un coup ça descendait, un coup ça rendu, un coup ça montait. Et je me suis dit, putain, c'est la même chose qu'un marché en fait. Et je me suis même dit, mais j'aurais même pu trader ce graphique et générer de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec les anticipations, les prévisions, et je vais plutôt me dire, ben, quand j'ai un marché qui bouge, donc en gros qui monte, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Maintenant, je peux toujours m'amuser à faire des anticipations. Je ne sais pas pendant combien de temps est-ce qu'il va monter, je ne sais pas quelle va être son amplitude, je ne sais pas si ça va me faire un gain ou une perte. Tout ce que je sais, c'est qu'il commence à rentrer en gros dans une tendance, il commence en termes de volatilité à vraiment être intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, de la même manière que sur une série aléatoire qui monte, ben, à l'intérieur, j'ai des séries aléatoires qui montent et qui descendent. En gros, sur ces séries aléatoires, si tu veux, pour qu'on soit monté de 1 à 12, ça signifie qu'une seule et unique chose. Ça veut dire que toutes les séries aléatoires à la hausse sont plus grandes que toutes les séries aléatoires à la baisse. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça, toutes les impulsions dans un marché sont toujours plus grandes que les corrections. Et donc, plutôt que de m'amuser à faire du contre-tendance ou autre chose, ben, je vais attendre une tendance, une correction, et puis je rentre à la fin de cette correction. Donc, rien de plus banal, en fait, que du suivi de tendance. Hein. Et je pense que plus on est simple, et plus on a ce genre d'approche qui est sans trop prise de tête, on voit une tendance, voilà, on la suit, puis au final, on se prend moins la tête, on se pose moins de questions à savoir sur quel niveau ça va aller, etc. Je la suis. Le jour où la tendance est avortée, ben, je le constaterai après coup, malheureusement, parce que je ne l'aurais pas anticipé. Donc, voilà, théorie de dos, bon, ben, je sais que ma tendance en 4 heures sur MZD, ben, à partir d'ici, je suis plus haussier. Alors, c'est vrai que ça aurait été vraiment génial que je puisse l'anticiper à partir de là. Et encore une fois, je pourrais m'amuser à anticiper, hein. Je pourrais mettre un MACD, et là, il y a forcément une divergence vu la faible volatilité et ce qu'il y avait juste avant. Peut-être qu'il y avait un niveau de support résistance important, mais même si ça pourrait peut-être m'être utile, mon approche, si tu veux, c'est que je ne veux vraiment pas me prendre la tête, je m'en fous. Je prends ce qu'il y a à prendre, je prends le mouvement, je n'essaie pas trop de l'anticiper, et j'accepte de prendre des pertes à la fin, et sachant que pendant toute la montée, ben, je prends bien sûr des gains. Et ensuite, pour améliorer, si tu veux, au niveau du résultat et de la rentabilité, ben, je me mets une règle d'or, c'est de toujours prendre au minimum 2 fois et demi ce que j'ai risqué, c'est-à-dire si j'ai un stop à 20, ben, je vais au moins prendre 40 ou 50 pips. Et l'autre chose également, c'est que comme je sais que sur des grosses positions, je ne serais pas capable psychologiquement, si tu veux, de mettre un trailing stop, hein, parce que quand tu commences à avoir plusieurs positions en même temps sur des temps, parce que tu as compris que je tradais, voilà, même si je rentre en intraday, j'essaie de suivre 4 heures journalier. Donc des fois, c'est des décalages importants. Et psychologiquement, quand tu gagnes, par exemple, je sais pas, 500 pips, c'est que dans la journée, tu as acheté une correction qui fait 150 pips.
même si par rapport à ton gain, c'est pas grand-chose, psychologiquement, ça fait quand même un gros manque à gagner. Donc, pareil, pour ne pas avoir ce biais psychologique et en gros pour ne pas toujours être là, où est-ce que je remonte mon stop et où est-ce que je me pose des questions, je prends une seule partie de mon bénéfice, 80% à peu près, et puis après, avec le gain que je viens de faire, j'essaie de financer mes prochaines entrées. Donc toujours pareil, hein, quelque chose de très bateau que je suppose plein de personnes font. Et je pense que la seule manière en fait, pourquoi est-ce que j'arrive à générer de l'argent avec ça, c'est parce qu'en fait je le fais tout le temps. C'est-à-dire que je pars du principe que si jamais je loupe en gros l'entrée en tendance ou l'entrée dans un mouvement, c'est trop tard. Pourquoi un problème que j'ai remarqué avec les élèves que j'ai formés, c'est que quand ils font tout correctement, ils peuvent très bien se planter. Alors, outre parce qu'on ne peut pas tout le temps gagner, encore heureux, j'ai même envie de dire que en gros on gagne dans 50-60% des cas, voire 70-80% des cas quand c'est des bonnes périodes, et on gagne dans 20-30% des cas quand vraiment c'est des périodes horribles. Mais le truc c'est que je supporte pas de rentrer dans un marché qui est déjà fait, parce que je pars du principe que si j'ai loupé en gros si tu veux les premières positions, j'ai complètement vicié mon avantage statistique. Mon avantage statistique pour moi, c'est je rentre dès le début parce que je sais pas où ça va aller. Donc au moins si j'ai un mouvement important, je vais mettre plein les poches. Si par contre c'est un mouvement pourri, c'est pas grave, je prendrai un trade à zéro, une perte. Mais si je rentre en plein milieu, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà loupé des gains que j'aurais pu faire avant, et donc là je vais rentrer. Donc soit je fais un gain, tant mieux, soit je fais une perte, et ça me fait chier parce que si tu veux cette perte, je l'ai pas temporisée avec des gains d'avant. Donc ça pour moi c'est l'avantage statistique, c'est-à-dire quand tu as une tendance, tu essaies de la prendre au début, ou en tout cas, maintenant si c'est des tendances très longues comme en journalier, tu peux rentrer au milieu, mais là je parle surtout des tendances intraday, par exemple une tendance en 30 minutes ou en 1 heure. Voilà, j'évite de rentrer si elle a déjà commencé sans moi. Juste à cause de ça, parce que j'ai pas envie de rentrer à la fin et parce que je peux pas anticiper la fin. Maintenant, je peux toujours m'amuser à dire, il y a un support ici, il y a une news là, ça pourrait s'arrêter ici, ça pourrait s'arrêter là. Mais encore une fois, même si je regarde quand même les 2-3 niveaux où est-ce que ça pourrait aller, j'ai pas basé mon approche sur ça. Encore une fois, je préfère juste suivre le flux, prendre ce qu'il y a à prendre, et puis quand il y a plus et que le marché a décidé qu'il y a plus, voilà. Et je garde toujours en mémoire, si tu veux, une anecdote. Dans un fond. En gros, c'est un mec qui apprend l'analyse technique à ses compères et il fait regarde les supports résistance, ça te permet de voir où sont les acheteurs, les vendeurs, les creux, les pics, là où sera le dernier plus bas. Tu vas voir que là, on va descendre et je prendrai mon bénéfice dans cette zone parce que ce sera le plus bas de la journée. Et puis, je vais même acheter ici. Donc voilà, il montre un peu, donc tout le monde est assez impressionné. Et puis, tu as le gérant qui entend tout ça dans le fond. Et quand en fait on arrive sur la zone de support, si tu veux, qu'est-ce qu'il fait le gérant? Il décroche son téléphone et il dit tiens, vends-moi tout ce que tu as sur le blé. Et bam, ça se casse la gueule. Donc le mec il est dégoûté, il avait sa résistance, enfin son support, il n'a pas fonctionné. Il dit en même temps ça marche pas tout le temps, c'est normal. Donc si tu veux, moi dans mon approche j'ai intégré ce genre de choses. Pour moi, ceux qui font le marché, c'est plutôt des réactions face à un aléa économique. Et l'aléa économique, graphique ou pas, que le graphique anticipe ou pas certaines publications, on peut jamais vraiment l'anticiper. Donc plutôt qu'en fait de trop réfléchir à où est-ce que ça pourrait aller et me faire, si tu veux, des scénarios, je préfère juste suivre la tendance. Voilà, au niveau de mon approche. Ok. Et donc c'est purement technique ou tu intègres quand même du fondamental par rapport à tes études? Alors c'est graphique en très grande partie, c'est-à-dire que voilà, j'utilise bande de Bollinger pour l'indicateur et c'est tout. Et puis bon, ce petit indicateur là à gauche. L'indicateur à gauche, c'est quoi? C'est du volume? Alors on ne peut pas vraiment parler des volumes sur les marchés non centralisés, mais là c'est les ticks, c'est le nombre de transactions si tu veux. Donc on va dire c'est un peu le nombre de fois où l'euro-dollar à côté ici, voilà. Et le nombre de fois où l'euro-dollar à côté ici. Voilà. Donc c'est un peu comme le market profile, sauf que là, voilà, on pourrait parler de tick profile. Et ensuite un peu de fondamental. Tous les matins, si tu veux, mon premier métier, la première fois en fait que si tu veux, j'ai gagné de l'argent en tradant. En fait, c'était pas en tant que trader, c'était plutôt en tant qu'analyste. C'est-à-dire que dès le début, j'ai beaucoup aimé faire des analyses, etc. Donc si tu vas à côté, je suis consultant pour les brokers. Donc tu sais, les analyses que tu reçois le matin, pour des brokers, pour certains brokers, ils passent par des sociétés à côté, donc le Trading Central, le Trading Point, etc. Et bon, voilà, moi je suis consultant, donc je crée ce genre d'analyse fondamentale et technique. Donc tous les matins, si tu veux, je suis quand même confronté à des informations fondamentales. Maintenant, comme ce que disait Arnaud tout à l'heure, si tu veux, j'ai accès à des informations que tout le monde a. Donc si tu veux, c'est pas des informations privilégiées, mais ça m'explique en gros le contexte actuel et
plus ou moins ce qui va être attendu ou pas, sans malheureusement savoir si le marché l'attendait déjà avant, etc. Je te donne un exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière. En gros, je crois que c'était vendredi matin, il y a Moody's qui dégrade 15 banques. Et dans le news flow que j'avais, si tu veux, il y avait une note qui disait, en plus de ça, il y a Bank of America et je crois que c'était Citigroup, qui ne sont plus qu'à 2 crans de la catégorie spéculative. Donc là, je me suis dit, waouh, un truc de malade, ça va vraiment shorter à mort. Donc, réflexe, j'ai été voir BNP, SOG, et j'ai été voir un peu aussi les indices américains pour l'après-midi. Et là, grande surprise, le secteur bancaire américain monte et les indices américains montent. Bon, je suis un peu sur le cul et tout parce que voilà, j'avais accès qu'à ce flux-là. Et le lundi, la même source me renvoie une autre dépêche. Et en gros, c'était... alors en fait, ça montait parce que le marché l'avait déjà anticipé. Et en fait, on savait que ces banques-là allaient être dégradées, mais le marché, enfin les analystes s'attendaient à une dégradation encore pire. Et tu vois, le coup de dire après coup, ah ben en fait, les analystes s'y attendaient et qu'en fait, la dégradation est moins pire que prévu, ben ça, si je l'avais eu en temps réel le vendredi, ben peut-être que j'aurais eu des scénarios complètement différents. Et au lieu d'essayer de chercher des points à la vente sur les bancaires et sur les indices, ben, je me serais peut-être concentré sur le mouvement, si tu veux. Donc, je regarde un tout petit peu le fondamental. Maintenant, ça me donne juste un environnement. Pareil, sur l'euro, ben, je sais qu'avec le sommet européen, demain on est mercredi, ouais, demain et vendredi, avec ce qui s'est passé en Espagne la semaine dernière. L'Espagne, la semaine dernière, elle a emprunté à quasiment 7%. T'imagines, c'est les taux auxquels la Grèce, le Portugal et l'Irlande ont emprunté quand elles ont déclenché le plan de sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La semaine dernière, il y avait pas mal de choses sur l'euro, si tu veux, sur le front de l'euro. Les sommets qui étaient en marge, pareil, de la réunion de l'Eurogroupe, bon, t'as les dirigeants du monde entier qui mettent vraiment la pression sur l'Europe. Les analystes pensent qu'en gros, on est incapable politiquement d'enrayer la crise. Avec ce qu'a dit Merkel hier, en plus, tu sais, qu'elle supporte vraiment pas l'idée des eurobonds. Elle a dit clairement que c'est hors de question. Donc, si tu veux, voilà, quand je vois ce contexte, quand même, je sais que l'euro il est sous pression. Maintenant, je reste quand même graphique, en essayant quand même de prendre des positions et de regarder la volatilité d'un point de vue graphique. Mais je pense que comme tout être humain, je peux pas non plus faire comme si je ne savais pas ce qui se passait actuellement en Europe et que voilà, il y a quand même l'euro sous pression. Là, je sais que bon, le sommet de l'européen, j'attends pas grand-chose de ce sommet. Je pense qu'on va faire comme tous les autres sommets. Et donc, je pense que l'euro va continuer sous pression et qu'il y aura plutôt une tendance baissière à trader parce que les cambistes vont peut-être être déçus. Ou alors, comme ils sont déjà déçus d'avance, en fait, ils savent qu'ils s'attendent à rien du tout. Peut-être que, ne serait-ce que la moindre nouvelle ou la moindre promesse à la con, bon, ça va tout faire monter, tu vois. Donc, je me base pas sur le fondamental pour le sens de mes positions. J'essaie juste de voir l'environnement d'un point de vue à la fois intellectuel, puis me dire, bon voilà, je vais plutôt, je sais que l'euro est sous pression à la baisse, bon je vais essayer de pas trop m'emporter sur la hausse. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que pour mes objectifs à la hausse, par exemple, je suis un peu plus, comment dire, un peu plus sévère. Par exemple, pour des objectifs à la baisse, je dirais, pression baissière, tendance baissière, dès que ça casse ce niveau, par exemple, je sais que je vais rentrer. Par contre, pour la hausse, peut-être que je mettrai des niveaux un peu plus élevés parce que je laisserai le marché un peu respirer pour dire, voilà, à la hausse, j'attendrai plutôt la cassure de ce niveau pour envisager de trader la volatilité à la hausse. D'accord, ok. Alors, simplement par rapport au graphique, là, parce que je posais la question, quand tu voudras nous montrer des choses plus précises, il faudra bien zoomer si possible sur les graphiques parce que l'image n'est pas top. Donc, si tu as des choses précises, n'hésite pas à bien zoomer. Ça, c'est problème technique par rapport au live, mais ça va quand même, hein, on arrive à voir, mais c'est pas le top. Alors, donc on a bien compris, donc peu de fondamental, mais tu es obligé de l'intégrer, une approche technique assez simple. Par rapport à... Déjà, toi, ça fait combien de temps que tu trades concrètement? Alors, ça fait quasiment 7-8 ans que j'ai commencé, et maintenant, par contre, que je suis gagnant, c'est que depuis fin 2008, début 2009, donc ça fait 3 ans. Et avant ça, c'était quoi ton parcours? Tu dis que tu as testé beaucoup de choses, etc. Ça ne marchait pas du tout? Est-ce que tu as quand même des choses mitigées? Comment ça se passait? Moi, je pense qu'en fait, pour ceux qui ont vu le webinaire d'hier, je pense que tout peut marcher à partir du moment où on fait toujours la même chose et on y croit. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui tradent le code, ceux qui tradent les fourchettes, ceux qui tradent du Babson, du Hearst, ceux qui tradent les rebonds sur les moyennes mobiles, ceux qui tradent les divergences, ceux qui tradent peu importe la théorie que tu vas utiliser, je pense qu'en fait, statistiquement parlant, le marché, il monte tout le temps et il descend tout le temps. Donc, à un moment donné, il y a toujours moyen de se faire de l'argent sur X ou Y mouvement. Par exemple, je donnais des exemples hier.
on prend un marché, par exemple, voilà, là on est sur le kiwi. Si je dézoome un tout petit peu, bon là on est dans une configuration de range, mais donc tu vas me dire ça va être facile, mais voilà, si je dézoome vraiment énormément, et là je prends mon outil pour tracer des droites, enfin comment ça s'appelle, des horizontales. Bon, tu vois pas, mais là je ferme les yeux et je vais placer, si tu veux, des traits complètement au hasard sur le graphique. Ok. Là, je sais que dans au moins quasiment 100% des cas, ces niveaux, si tu veux, vont tout le temps correspondre avec un creux ou un sommet que j'aurais pu trader alors que j'ai tracé complètement au hasard. Et je pense que pour moi, après, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Tu vois, regarde, là par exemple, support, résistance, etc. Je pense que dans ma façon de voir le trading et le marché, le fait, en fait, si tu veux, d'avoir des réactions tout le temps à certains niveaux, ben, tu peux faire n'importe quel tracé, tu trouveras toujours un rebond sur ta droite, que ce soit une oblique, une horizontale, etc. Et je pense que voilà, ceux qui tradent les fourchettes d'Andrew, des obliques, etc., ça marche pourquoi? Enfin, c'est pas que ça marche parce que c'est ça qui marche. Ça marche parce que pour moi, ça les oblige, tu veux, à prendre une position à un certain moment. Par exemple, sur une cassure, que ce soit une oblique, ben, c'est une accélération. Donc si l'accélération continue, ben, ils feront un gain. Et pareil pour ceux qui tradent les rebonds, ben, je pense que ceux qui tradent les rebonds sur les supports résistance, si ce support effectivement fait bien office de support, ben, ça va remonter et donc il rentre très bas et ça va permettre de faire du gain si tu veux. Donc je pense que tout peut fonctionner. Il n'y a absolument aucune manière unique de procéder. Par contre, moi dans ma conception du trading, j'ai d'office pris le parti de dire que c'est que de la statistique. Donc je me dis que voilà, s'il y a des stratégies qui marchent et qui utilisent des outils un peu bizarres, c'est parce que statistiquement, comme tu as tout le temps des mouvements, si tu veux, tu as tout le temps moyen de faire ton beurre, quelle que soit la manière de rentrer, etc. Et ceux qui perdent, c'est surtout le problème psychologique. Hein. Parce que quand on regarde les méthodes sur les forums, etc., même s'il y en a qui font sourire parce qu'on dirait les sapins de Noël, ça fonctionne quand même. Après, voilà, si on n'est pas capable de l'appliquer, si on n'est pas capable de perdre, si on n'est pas capable de prendre, ce que je disais tout à l'heure, un mouvement du début à la fin, enfin pas du début, mais en tout cas de trader de manière assez constante et régulière, je pense qu'on ne pourra jamais vraiment gagner à long terme. Je pense que quelqu'un qui a une bonne technique, mais qui n'est pas trop tout le temps là, ou en tout cas qui loupe quelques trades, ben, il part perdant, et s'il perd, c'est à cause de manque de chance, et s'il gagne, ce sera grâce à la chance. Par exemple, des fois, j'ai des élèves, tu sais, toutes les semaines, on fait des bilans des trades de tous les élèves, on se réunit le vendredi, pendant à peu près 6 heures, et tout le monde y passe, hein, tous les trades de tout le monde. Alors, des fois, j'ai des mecs qui font 2 trades dans la semaine, et les 2 trades sont gagnés. Et sur les 2 trades, il faut un ratio de 2, 2,5, 3, donc alors, forcément, 2 trades avec un ratio de 3, ça fait un ratio de 6, donc ça fait 12% sur la semaine. Alors ça peut paraître beaucoup, mais moi je dis, bah ça, t'as fait une semaine pourrie. En gros, t'as juste eu du bol. T'as juste pris les 2 trades qu'il fallait. Mais dans notre semaine, tu prendras les 2 trades qu'il faudra pas, et puis tu perdras. Donc pour moi, c'est comme ça le marché. C'est-à-dire que même si des fois tu fais n'importe quoi, entre guillemets, tu peux toujours à un moment donné te retourner et aller chercher un gain. Et je pense qu'en ayant ce type d'approche, c'est un peu moins prise de tête et tu peux mieux anticiper les périodes de perte. Et depuis que j'ai adopté, tu vois, ce genre d'approche, ben, je trade un peu mieux et puis surtout je suis beaucoup plus détendu dans mon approche du trading. Après, ce qui m'a aussi énormément aidé ces dernières années, c'est DM trading. C'est-à-dire, alors déjà, donc moi je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup ce qui est transformation, etc. Il est évident, pour répondre aux personnes, enfin je sais plus ou moins qui était tout à l'heure sur le chat, parce que c'est, comme je dis, il y a des fous partout, mais j'avais une personne qui était un peu dérangée sur Nice et qui avait fait chier pas mal de formateurs sur Nice. Et je pense, enfin, dans sa manière d'insulter les gens, je pense que c'était elle qui était là tout à l'heure. Et alors, il est évident, et ça m'a toujours fait sourire de la part d'autres formateurs. Des fois, les formateurs disent ouais, moi je fais des formations parce que j'ai le plaisir d'apprendre, etc. Alors oui, il y a le plaisir, mais il ne faut pas déconner. On est quand même là ici pour, bien évidemment, avoir une activité industrielle et commerciale. Et moi, ce que m'a apporté DM Trading, donc déjà c'est une source de revenus supplémentaire. Donc déjà, je trade différemment depuis que j'ai DM Trading. Alors outre parce que j'ai un peu moins de temps qu'avant. Donc déjà, je prends plus de positions le matin et puis j'ai moins la possibilité de suivre les gros mouvements. Mais surtout le fait de savoir qu'en fait à côté j'ai quelque chose qui tombe tous les mois, ben, je prends des risques un peu plus importants. Et si tu veux, quand je perds, ça m'impacte beaucoup moins qu'avant. Je me rappelle la plus grosse cuite entre guillemets que je me suis prise en trading, c'est parce que c'était ma seule source de revenus et qu'en gros, c'est simple, si j'arrêtais de gagner de l'argent, déjà j'avais cramé beaucoup d'argent parce que ben, voilà, quand tu es jeune, que tu gagnes un peu d'argent, tu as envie un peu d'en profiter. Et si tu veux, en l'été 2010, ça a été horrible pour moi, une très grosse période
de reconcentration parce que j'avais dépensé beaucoup d'argent au point que si tu veux que j'avais une pression énorme, c'est-à-dire qu'en gros il fallait vraiment que je gagne de l'argent sur le marché. Et le fait d'avoir cette pression énorme, ça m'a empêché de faire des gains quasiment de mi-juin jusqu'à fin août. Et il y a vraiment qu'à partir de fin août où je me suis calmé. On m'a beaucoup aidé aussi. Ça aussi, c'est très important d'être entouré. Hein. Quand on traite seul, c'est compliqué. Donc là, on m'a beaucoup aidé. On m'a dit, ressaisis-toi, attends les tendances. Tu trades les tendances, pourquoi est-ce que tu t'entêtes à trader ces conneries de marché? Donc j'ai attendu. Et puis voilà, fin août, début septembre, jusqu'à mi-octobre, AUD/USD, daily, belle tendance. Et je me suis un peu refait sur ce que j'avais perdu l'été. Et puis après, j'ai continué à progresser le reste du temps. Et ce genre d'erreur, si tu veux, je le faisais quasiment une à deux fois par an. En gros, c'est tout le temps après trop de trades. C'est-à-dire que j'étais très actif au printemps et puis l'été, il y a plage et compagnie, si tu veux. Donc, je me calme un peu. Et comme je me calme, je passe moins de trades et puis du coup, je fais plus de conneries. Et l'hiver, c'est pareil. Je trade beaucoup en automne. Et puis, arrivé l'hiver, c'est la fin d'année, je suis fatigué, j'en ai un peu marre. Donc voilà, je me repose un peu sur mes oreilles et je fais des conneries. Et depuis que j'ai DM Training, si tu veux, j'ai plus fait ce genre de conneries. Parce que quand je perds, en fait, j'en ai rien à faire. Je me dis, écoute, j'ai perdu sur ce trade, il n'y a pas de souci, je referai dans la prochaine tendance. Et donc, j'ai la possibilité d'attendre. Alors qu'avant, je ne voulais pas attendre. Dès que je perdais, je ne voulais pas attendre une semaine avant d'avoir une nouvelle tendance, si tu veux. Et donc, j'essayais d'un peu rattraper. Et je tradais avec pression. Et là, aujourd'hui, je trade sans pression. Et même si techniquement parlant, mon trading est quasiment identique à ce que je faisais il y a 2-3 ans, psychologiquement parlant, c'est vraiment le talent. Ok, ouais, je comprends, c'est franc et ça c'est tout à fait cohérent. Donc DM Trading, il y a beaucoup de monde qui propose des formations déjà en ligne. Vous qui Ouais. déjà je connais pas les tarifs, c'est quoi les tarifs, comment ça se déroule les formations? Alors, en gros, c'est des formations en ligne. Au début, c'était du présentiel parce que donc j'avais des bureaux sur Sofia et finalement, il y a eu 3-4 personnes qui l'ont pris en présentiel et 90% des gens c'était en ligne. Donc, c'est des formations qui sont en ligne et en groupe. Donc les tarifs, ça va en gros de 250 € pour la moins chère. C'est une formation qui est entièrement enregistrée, c'est-à-dire en gros c'est des webinaires préenregistrés, jusqu'à 5000 € pour la plus chère. Sachant que il va y avoir 2-3 autres formations qui vont se rajouter de manière intermédiaire. En gros, la formation qu'on fait le plus, c'est celle à 500 €, c'est le swing trading. Donc en gros, c'est une formation sur 4 semaines. En gros, on se voit tous les soirs de 18h à 20h, du lundi si tu veux au jeudi. Et en gros, voilà, on va apprendre une méthodologie de pensée, parce que j'insiste bien sur les mots. Moi, j'aime pas trop parler de technique de trading ou de méthode d'entrée, etc. Je parle plutôt de méthodologie d'analyse, méthodologie d'entrée et méthodologie de réflexion. Parce que pour moi, le trading, c'est vraiment logique, parce que pour moi, c'est statistique, tu vois. Donc, c'est plutôt du point de vue logique. Donc, en gros, on apprend à organiser le travail, à détecter les marchés, enfin, en tout cas, les tendances qui, moi, m'intéressent, et puis à rentrer en position. Donc, ça, en gros, ça dure 2 semaines. 2 semaines, tous les soirs, 2 heures par jour, on trade les. Alors, ce qui est très important, c'est de prendre des trades tous les jours. Donc en fait, d'abord, on corrige les trades de la journée, on voit ce que les élèves ont fait, on corrige les erreurs, parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus facilement de ces erreurs que d'écouter un mec qui fait que son speech. Donc ça, c'est les 2 premières semaines. Après, les 2 autres semaines, c'est que du coaching, de l'accompagnement, donc des analyses. Donc en gros, on se voit 2 fois par semaine, où on fait le bilan de chaque élève du groupe. On fait le corriger des trades, on voit ce qui était bien, ce qui n'a pas été bien, pourquoi est-ce qu'il a pris ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ça. Le bilan psychologique également, parce que il n'y a pas tout le monde malheureusement qui gagne, donc il y en a qu'il faut remotiver, il y en a qui faut dire attends, t'inquiète, ça fait que 2 semaines que tu trades, allez, donne-toi encore 1 mois, et puis si tu as encore des résultats négatifs, c'est pas grave, on retravaillera, il n'y a pas de problème. Donc ça, on fait le point. Et tous les samedis, en fait, il y a des sessions de briefing, c'est-à-dire que le samedi matin, on se réunit avec tous les élèves, et je vais analyser le marché pour dire alors voilà, cette semaine, on va essayer de trader telle ou telle tendance. Donc en gros, je dis si cette tendance arrive, on fera ça, si cette tendance arrive, on fera ça. Donc en gros, essayer de donner des directives. Par exemple, pour le mois de mai, au début c'était un peu le bordel au début du mois de mai, donc je donnais un peu des pistes à droite à gauche. Et puis à partir du moment où le NZD et le dollar australien, si tu veux, ils ont commencé à vraiment décrocher, là quasiment tous les samedis, c'était toujours le même speech. En gros, j'arrêtais pas de parler du NZD, d'en parler, etc. Faites-le, tradez-le. Et il y a la majorité des élèves qui ont tradé quasiment que le NZD en mois de mai, ce qui explique les bons résultats. Et puis à partir du mois de juin, pareil, là c'était cette fois-ci à la hausse parce que voilà, au niveau de la volatilité, c'était vraiment impeccable. Donc en gros, le samedi, si tu veux, on donne un peu des pistes stratégiques à suivre, les stratégies à adopter et les tendances en gros qu'il faudra suivre et les paires qu'il faudra éviter. On fait un peu un check-up du fondamental de la semaine, voilà. Et en gros, c'est comme ça que se déroule la petite formation, si tu veux, sur un mois. Et après, tous les vendredis et tous les samedis, donc après la formation, on continue en fait. Donc tous les vendredis, après, on réunit pareil tous les élèves
et on fait le débriefing de tout le monde, donc toutes les positions, on passe en revue, on voit pareil, on coach, on essaie d'améliorer les choses, les remises à niveau, les erreurs récurrentes, on essaie de les corriger, et tous les samedis matins, on continue les briefings, etc., etc. Et donc en fait, ce qui est sympa, c'est qu'à la base, je voulais pas du tout faire ça quand j'ai commencé les formations. Je pensais qu'on allait faire un peu comme tous les autres, on vous forme et puis bon, il y a un petit suivi et puis c'est tout. En fait, si tu veux, il y a vraiment une communauté qui s'est créée. Et du coup, voilà, maintenant on est une bonne cinquantaine. Alors, on a eu une centaine de formés, si tu veux, mais sur les 100 formés, il n'y a vraiment que 50 qui ont vraiment bien continué et bien persévéré et qu'on voit toutes les semaines. Donc voilà, on est une petite communauté. On traite quasiment tous de la même manière, donc on a quasiment les mêmes résultats. Après, il y en a qui sont peut-être un peu plus agressifs que d'autres. Il y en a qui traitent le DAX, il y en a qui pyramident, d'autres non. Donc, si tu veux, on traite quasiment les mêmes marchés, mais les résultats les diffèrent légèrement selon aussi le temps de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont là en journée, d'autres qui ne sont pas là en journée, etc. etc. Et la formation la plus grosse, c'est la Trader Pro, qui est à 5000. Et en gros, c'est une formation sur 6 mois. Donc, l'organisation, c'est la même, sauf que là, c'est en journée. Donc, c'est pendant 3 mois, tous les jours, de 14h à 16h. Alors là, il y a beaucoup plus de pratiques. Il y a des journées de trading avec moi. Enfin, on traîne en gros ensemble avec les élèves. Le contenu, si tu veux, est beaucoup plus étoffé. Il y a toute une grosse partie sur pourquoi est-ce que j'utilise pas l'analyse technique avec les indicateurs. Donc ça, c'est toute la première semaine. En gros, j'explique pourquoi est-ce que ça me plaît pas. Pourquoi est-ce que, en gros, j'explique par exemple ce que c'est qu'une divergence sur le prix. Une divergence, par exemple, MACD, il faut pas oublier que c'est que le rapprochement de deux moyennes mobiles. Point final. Donc, en gros, ce que je leur dis sur les divergences, c'est qu'est-ce que c'est qu'une divergence, pourquoi ça peut marcher. Quand vous avez deux moyennes mobiles qui se rapprochent l'une de l'autre par rapport au mouvement d'avant. En gros, c'est entre deux impulsions, l'impulsion d'après est plus petite ou moins puissante, il y a moins de momentum que l'impulsion d'avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, ça veut dire qu'il y a un affaiblissement du marché et faut pas sortir de sincère. Qu'est-ce que c'est qu'un affaiblissement du marché? C'est soit une pause, soit un retournement. Point final. Si c'est une pause, après le marché il va reprendre sa tendance et la divergence n'aura pas fonctionné. Et si c'est un retournement, la divergence fonctionne. Donc pourquoi est-ce qu'une divergence peut fonctionner? Parce que ça montre une pause et qu'après une pause, c'est soit ça monte, soit ça descend, point final. Ça doit faire autre chose. Alors ça peut continuer si tu veux la pause, mais au bout d'un moment, la pause, elle s'arrête. Donc en gros, je leur explique du point de vue statistique qu'est-ce qu'une divergence, qu'est-ce qu'un croisement, qu'est-ce qu'un stochastique en surachat, etc. Pour non pas critiquer l'analyse technique, mais leur dire alors, voilà pourquoi je ne les utilise pas. Et alors ça a peut-être un peu un effet pervers parce que forcément, après ce genre de cours, les élèves, ils veulent plus jamais entendre parler des indicateurs et alors c'est dommage parce que des fois j'aimerais bien que les élèves poussent un peu plus la réflexion plus loin et trouvent leur propre si tu veux, système ou leurs propres outils. Bon, c'est un des vices que j'ai, c'est de malheureusement présenter dès le début, voilà, les indicateurs on va pas les utiliser, on va voir comment bouge le prix en fait, mécanisme d'évolution du prix et c'est tout. Et donc voilà, la formation se passe sur 6 mois, donc 3 mois tous les jours et puis ensuite 3 mois où c'est que du suivi tous les vendredis et tous les samedis. D'accord, ok. Alors, il y avait une question sur le chat, il demandait dans quelle unité de temps tu utilises, et même on pourrait prolonger la question, tu fais uniquement du swing ou tu fais également de l'intraday, du scalping? Alors dans ma conception, si tu veux déjà, swing, c'est vague, une vague. Donc pour moi, le swing peut très bien se faire en intraday ou en intra-week. Donc je fais du swing, c'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de choper les vagues, j'essaie de suivre les tendances. Donc maintenant, moi, j'essaie de rentrer en M30. Et j'essaie de prendre au moins une ou deux positions dans un mouvement M30 en M5 et M1. Alors, par exemple, je te montre sur un graphique journalier 4 heures M30, c'est du MTF basique. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, là j'ai une belle phase 2 à la hausse. Alors, tu peux nous le mettre en grand écran si possible. Je vais mettre en grand écran, pardon. Voilà, par exemple, tu vois, si on prend le NZD-USD, en gros, j'ai plusieurs périodes. Ici, j'ai une grosse période de hausse jusqu'à ce que, ici, ma bande de Bollinger, elle rentre en phase 4. Donc, ce que je fais quand je rentre en phase 4, je regarde à peu près la zone avec les volumes ici qui correspond un peu au plus haut. Et je me dis que voilà, tant que, en gros, on n'est pas au-dessus de cette zone, pour moi, on est en pause. Après, je regarde pareil au niveau des plus bas. Donc là, par exemple, on a un trou. Voilà. Et donc, je me dis, tant qu'on est en dessous de ces niveaux, si tu veux, pareil, on n'est pas dans un mouvement. Donc, tant qu'on va rester là-dedans, en intraday, je vais plus trader parce qu'on pourrait très bien faire une stratégie de trading range. Parce que le rôle d'un analyste, à la base, c'est quoi? C'est d'aider le stratège. Donc, en gros, il doit dire, écoute, le marché, tu peux adopter une stratégie de suivi de tendance ou alors tu dois adopter une stratégie de trading range. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de trading range? En gros, un range, une tendance neutre dans un range plat, c'est un marché qui va faire ni plus haut ni plus bas. Donc, forcément et statistiquement, tant que ce range dure, et encore une fois, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais tant que ce range dure, qu'est-ce qui va se passer? Jamais on ira plus bas que ça, et jamais on ira plus haut que ça. Donc, en gros, l'idée, c'est d'acheter quand on est en bas du range,
et de vendre quand on est en haut du range. Pourquoi? Parce que, et ça j'insiste bien sur le si, parce que si le range continue, alors je vais gagner de l'argent. Maintenant, si le range part en cacahuète, bah, tant pis, je perdrai de l'argent, point final. Donc si tu veux, j'aime pas trop les stratégies de trading range parce que ça me fait trop chier, donc je le fais pas. Par contre, on l'apprend pendant la formation. Il y en a qui tradent les trading range. Moi, ça me plaît pas de le trader à titre personnel, donc je le fais pas. Donc si tu veux, voilà, là tu as un grand mouvement de hausse. Ensuite, tu as un mouvement ici d'accalmie. Et puis là, tu vois, avec cette grande bougie baissière, les bandes s'écartent à nouveau. Donc il faut savoir que quand les bandes s'écartent, ça veut dire que le prix s'écarte par rapport à sa propre moyenne. Donc là, c'est des bandes à 20 périodes, ou 18 votes, peu importe, c'est quoi, c'est du 18. Donc ça veut dire qu'en gros, ma moyenne mobile à 18, elle s'était aplanie. Et là, le prix accélère et donc crée un écart. Donc point final. Je m'en fous de dire, voilà, je surfe, donc c'est un élément technique important. Non, ça veut juste dire que j'ai un écart qui est en train de se créer. Et donc, comme le dessin que je t'ai fait tout à l'heure, quand j'avais un écart, dans chaque écart, j'ai des portions de prix qui vont monter et qui vont descendre. Mais si tu veux, tant qu'en gros, on va continuer à faire des niveaux plus bas, donc théorie de taux, donc en gros jusqu'ici, je vais identifier cette zone-là comme une zone dans laquelle je vais vendre. Après, j'ai ma phase 4, donc je recommence, hop, je trace à peu près, donc je regarde avec mes creux, mes pics, hop, une zone dans laquelle en gros je vais essayer de ne pas trader. Et puis ici, quand ça recasse par le haut, ben, je vais adopter à nouveau une stratégie de suivi de tendance. C'est-à-dire qu'en gros, bon, là ça dure pas longtemps malheureusement parce que ça réintègre le range. Mais en gros, entre ici et ici, je vais chercher que des positions à l'achat. Après, je vais te montrer comment je les prends. Ensuite, bon, ça réintègre le range. Donc déjà, pour moi, une réintégration de range, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, cette sortie, si tu veux, était complètement pourrie. Alors, cette sortie, je m'en rappelle plutôt sur le dollar australien et pas sur le dollar néo-zélandais. Tu te rappelles ce que je disais tout à l'heure sur les supports restants sur Eurocad et qui ne sont pas vraiment vrais. Là, c'est la même chose si tu veux. En fait, c'est le dollar américain qui a fait sortir le dollar australien par le haut et le dollar néo-zélandais par le haut. Mais si tu regardais à cette date-là, toutes les autres paires face au dollar néo-zélandais et toutes les autres paires face au dollar australien, ce mouvement-là, tu ne le voyais pas. D'accord? Par contre, cette sortie, tu la voyais sur tous les dollars néo-zélandais. Cette sortie, tu la voyais sur tous les dollars néo-zélandais. Donc sur Euro NZD, ça partait à la hausse, sur NZDN, ça partait à la baisse, sur NZD4, ça partait à la baisse, etc., etc. Donc ça aussi, c'est important pour moi de voir si tous les dollars néo-zélandais suivent bien le même mouvement. Donc bon, à part si on n'a pas cette considération, là, je vois que ça sort, donc je sais que déjà, j'ai l'habitude de prendre toujours une première position en sortie. Donc une par exemple ici, une par exemple ici. Donc je prends ma position. Alors au niveau du stop, j'aime beaucoup le mettre à peu près au milieu du range, sous le pic en gros du range, parce que je me dis que, en gros, si on se base sur la stratégie de la théorie de dos nous dit que si on fait des plus bas, on n'est plus dans un marché haussier, on est dans un marché baissier. Donc normalement, si on met un stop, on met le stop au dernier plus bas. Mais alors c'est peut-être un peu con de penser comme ça, mais moi je pense que quand je rentre ici, même si je mets un stop en bas et qu'en gros le marché descend, puis après il remonte, tant mieux, j'aurais fait un gain. Pour moi, c'est pas un beau trade. Pour moi, un beau trade, c'est je rentre, je mets un petit stop et advienne que pourra. Si mon stop est touché ici, alors que si jamais plus bas, après j'aurais fait un gain, tant pis, c'est pas grave, je rentrerai sur le marché. Pourquoi? Parce qu'à long terme, je sais qu'avoir des petits stops, c'est beaucoup plus payant en termes de rentabilité que d'avoir des stops un peu plus longs. Donc c'est pour ça que je suis très agressif sur mes stops et que donc souvent, en sortie de conso, surtout dans ce genre de configuration, mon stop est touché, je m'en fous, ce sera pour la prochaine fois. Ensuite, bon, on part par le bas, et donc pareil, jusqu'à ce que je sois en gros en phase 4, si tu veux, sur mes bandes de bol, donc jusqu'ici, je vais le trader à la baisse, donc voilà. Et puis, tant qu'ensuite on ne défasse pas ces niveaux, je ferai rien, même s'il y a beaucoup de choses à faire ici, hein. Parce que là, tu vois, tu as des grandes bougies noires et des grandes bougies blanches, ça veut dire qu'en intraday, tu as des tendances de malade mental. Mais je m'en fous, ça m'intéresse pas, j'essaie de rester le plus calme possible. Et puis ensuite, quand ça commence à péter par le haut, alors au début, ici on a fait beaucoup de pertes parce que c'est super compliqué à trader, ça partait, ça montait, ça descendait, bon, ça arrive. Et puis après, ça a commencé à être un tout petit peu plus tradable. Et donc, on est reparti pour trader la hausse dans toute cette période-là, si tu veux. Alors après, nous, qu'est-ce qu'on va faire dans cette période-là? Donc, on va se baser sur deux unités de temps. Donc là, c'est pour du journalier. Donc, on va regarder le 4 heures et le M30. Donc, je vais te mettre le 4 heures à droite, enfin à gauche, pardon. Voilà. Et le M30 à droite. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que dans les zones, alors je vais juste augmenter les nombres d'unités, c'est que dans mes fameux carrés roses, tu vois, là où ça bougeait beaucoup en journalier, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le même travail en 4 heures. Donc en 4 heures, si tu veux, je vais même l'agrandir. Je vais, là encore, identifier les carrés où ça pulse beaucoup, tu vois. Donc, on est en phase 2 sur le journalier à partir d'à peu près ici, hein. Donc à partir d'ici, toutes les phases numéro 2 jusqu'aux phases numéro 4, hop, je les mets de côté. Phase numéro 2, phase numéro 4, phase numéro 2, phase numéro 4, etc. etc.
Et en gros, à chaque fois qu'on est dedans, ben, je sais qu'en pure intraday, en M30, M15, je vais chercher que des trades à l'avance. Par contre, dès que je quitte cette zone, je sais qu'en intraday, j'ai une tendance haussière ou alors une tendance neutre. Et du coup, ben, je vais plutôt attendre directement de trader sur le 4 heures. C'est-à-dire qu'en gros, tant que ça descend à la fois, si tu veux, en journalier et à la fois en 4 heures, je vais trader les corrections en intraday. Et puis, si mon 4 heures il commence à corriger, j'arrête de faire de l'intraday et je traderai directement mon 4 heures. Et je vais faire ça sur les paires que j'ai présélectionnées. Et alors, pourquoi j'ai affiché également le 30 minutes? Alors, par exemple, tu vois, pour ce mouvement haussier, à la hausse, en 4 heures, tu n'as quasiment que des phases 2, donc tu n'as pas vraiment de correction. Et en fait, nous, on va essayer de rentrer en M30. Donc, comme ça correspond à quel pas, ça correspond ici. Mais en fait, à chaque fois qu'on a une tendance baissière en M30, si on a toujours fait des nouveaux plus hauts, on va rentrer à la fin. Alors, c'est clair que, comme je disais tout à l'heure, nous, jamais on rentrera le plus bas possible, parce qu'on ne va pas trader le support. On rentrera toujours très haut. Mais pour moi, le timing, c'est pas celui qui rentre le mieux, c'est celui qui, quand il rentre, il a le stop le plus intelligent, en gros, le moins gros. Et même si on rentre ici dans une accélération, on peut mettre un stop qui est pas trop élevé, et là, on peut aller chercher des ratios intéressants, et donc faire 5, 10, 15% sur un seul mouvement ou une seule tendance. Et puis après, il faut pyramider, parce que une fois que tu es rentré là-dedans, tu vas avoir d'autres entrées possibles, parce que là tu as une nouvelle tendance baissière qui se met en place, et puis tu as aussi des tendances neutres qui se mettent en place en 30 minutes. Donc tant que ça monte en daily et que ça monte en 4 heures, et que mon 30 minutes va faire des pauses, tu vois, à chaque fois que c'est rouge, c'est une pause, je me dis, ah putain, je vais avoir une méga occasion de rentrer, et puis advienne que pourra, encore une fois, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je sais une seule chose, c'est que, en gros, pour moi, on a une seule et unique certitude sur les marchés financiers. Enfin, on en a quelques-unes, mais il y en a une sur la tendance, c'est qu'une tendance, c'est toujours comme ça. Voilà. Tu as toujours une correction ou une consolidation en plein milieu d'impulsions, et les impulsions sont tout le temps plus grandes que les corrections. Ce qui veut dire que si je m'entête à trader dans un marché correctif, par exemple, là, tu vois, j'ai une correction en M30, donc je pourrais très bien la trader en M5 ou en M1, peu importe, mais je sais que mon potentiel de baisse est limité si ma tendance continue. Et comme je vais faire que du suivi-tendance, je vais plutôt attendre la fin de cette correction et rentrer à l'achat, en gros, quand cette correction est terminée, parce que mon espérance de gain est plus importante, tout simplement pourquoi? Parce que la taille de l'impulsion est forcément plus grande que la taille de la correction. Et ça, c'est pas du marché financier, ça c'est juste de la logique. Hein. Celui qui dit qu'une impulsion est plus petite qu'une correction, je l'invite à revoir des graphiques. Alors maintenant, on ne sait pas si cette impulsion, si tu veux, va aller plus haut, mais on sait que si c'est une impulsion, déjà forcément ça va au-dessus, mais à partir du moment où on est au-dessus, voilà, on sait qu'on est tranquille. Donc en gros, voilà, je travaille sur plusieurs unités de temps, et l'unité de temps sur laquelle je vais rentrer, ça dépend de ce que j'ai décidé de faire. Par exemple, en ce moment, comme je dis, je fais beaucoup de M30, M5, M1, donc j'attends en gros de la volatilité en journalier et en 4 heures. Et puis, je vais suivre une tendance haussière en M30 et je vais faire le même travail. C'est-à-dire que là, tu vois, regarde, dans cette grosse accélération en M30 et dans cette grosse baisse, je vais faire le même travail. C'est-à-dire que je vais faire du M30, M5, M1. M30, ça baisse. M5, ça baisse. Alors, je vais attendre que ça monte en M1 et dès que ça baisse en M1, hop, je prends et puis je ne sais pas trop me prendre la tête. Par contre, en M1, faire des ratios, c'est déjà plus compliqué. Et puis, j'ai plutôt tendance à trader entre 9h et 11h si je fais de l'intraday le matin. Des fois, je trade un peu avant 9h. Ça dépend les volumes sur les futurs. S'il y a des futurs qui, parce que tu sais, le matin en pré-session, des fois les futurs sont utilisés parce qu'on a peur d'un gros gap et du coup on commence à se protéger, etc., etc. Du coup, ça crée des volumes sur les devises et donc des fois on a des beaux mouvements avant 9h. Mais en règle générale, en intraday, je trade jamais avant 9h. Et l'après-midi, j'aime très peu trader parce que j'ai pas un très bon taux de réussite l'après-midi parce que j'ai l'impression que la liquidité l'après-midi est plus compliquée, enfin ça bouge beaucoup plus, il y a plus de volume. Et dis-toi que moins tu as de volume sur un marché, et en tendance, et plus ça va aller à fond les manettes. Et plus tu as des volumes, plus tu as des indicateurs venants, et plus c'est galère, et voilà. Alors, ok. Avec ce type d'approche, le risque, en tout cas le risque, la difficulté, parce qu'en trading, il n'y a que des compromis, il n'y a jamais un système qui est tout bon ou tout mauvais, il faut trouver son compromis qui va le mieux. Après, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais donc le truc c'est que tu vas enchaîner parfois beaucoup de positions perdantes, alors avec des petits stops, donc l'avantage c'est que tu vas pas avoir des grosses pertes, donc des gros drawdowns a priori, mais psychologiquement ça doit être délicat des fois d'enchaîner des petits stops, voire même des fois justement comme tu disais tout à l'heure d'être stoppé et après ça part dans le bon sens, mais quand ça se répète beaucoup de fois, surtout si tu es sur une approche sur plusieurs jours, etc., ça peut faire des longues périodes de pertes avant d'avoir des gains importants. Est-ce que c'est pas dur à gérer ça? Alors, encore une fois, en fait, si je me base sur les graphiques daily et 4 heures, c'est aussi pour entrer en intraday. C'est-à-dire que quand j'ai une tendance en daily en 4 heures, je rentre quasiment tous les jours, si tu veux. C'est-à-dire que soit je rentre dans une impulsion, c'est-à-dire que je sais que ça va être un grand mouvement en M30,
soit j'essaie de prendre une petite correction, donc je sais qu'elle va être limitée, donc je vais être un peu moins gourmand en termes de ratio. Maintenant, si je rentre juste pour suivre ma tendance daily 80-30, là oui, malheureusement, je dois attendre des fois quelques jours avant d'avoir une opportunité. Maintenant, en termes de série perdante, en fait, si t'en as pas tellement que ça, en fait, je vais distinguer deux choses. Il y a le papillonnage et le fait de perdre sur une configuration. C'est-à-dire qu'en fait, moi, comme je vais trader que dans des configurations qui sont en mouvement, je vais très rarement enchaîner 2-3 pertes consécutives sur le même mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, je peux me planter une fois, mais j'ai quand même pas me planter 2 ou 3 fois. Si je me plante 3 fois d'affilée ou 4 fois sur le même mouvement, c'est que j'ai complètement fait n'importe quoi et ce mouvement en fait n'est pas intéressant à trader. Par contre, quand tu papillonnes, c'est-à-dire qu'en gros tu surveilles plusieurs paires en même temps et que tu vas rentrer plusieurs trades, là tu peux faire un nombre infini de pertes d'affilée. Par exemple, ça c'est un problème qu'on a des fois chez les élèves en début de formation parce que en fait le choix de la paire, si tu veux, on le voit pas dès le début. Donc au début, je leur demande de trader que l'Euroyen. Pourquoi l'Euroyen? Parce que ça bouge pas mal et j'aime beaucoup cette paire. Par contre, au fur et à mesure de la formation, on en inclut d'autres. Et des fois, il y en a qui regardent 3, 4, 5, 6 paires en même temps et ils prennent un trade sur la paire, sur chaque paire. Et des fois, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui qui a fait la plus grosse série de paires, qui a fait 6 trades perdants d'affilée. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines, 6 trades perdants avec un risque de 2%, c'est quand même une perte de 12%. Donc, maintenant, tout est relatif parce que généralement, quand on fait une perte à 12%, de l'autre côté, on essaie de faire des gains à 20 ou 30% sur la semaine ou les 2 semaines. Mais effectivement, c'est difficile à gérer, en tout cas pour un élève, de faire 12% de perte sur une semaine, ou en tout cas sur une série de trades. Donc si tu veux, il y a un truc qui est très important, c'est de ne pas trader 50 000 paires. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on se cherche un peu, tant qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. Et à partir du moment où on accroche une tendance, mais on va la mordre jusqu'au sang et on va l'accrocher comme vraiment en étant extrêmement agressif. C'est-à-dire qu'en gros, statistiquement, si tu veux, sur le mois de mai, au début, comme si on se cherchait un peu, et dès qu'on a commencé à accrocher NZD-Yen et NZD-USD, là, on les a pas lâchés. Et on a fait quasiment que ça pendant tout le mois. C'est-à-dire que tout ce qui se passait à côté, même s'il y avait des mouvements intéressants à côté, on n'en avait rien à faire. Parce qu'on est sur un mouvement, on le prend du début à la fin. Et du coup, le taux de réussite est très important. En fait, si tu veux, le taux de réussite est important quand tu accroches une paire et que grâce à la chance, entre guillemets, au hasard, le mouvement qui s'ensuit est vraiment très important. Par contre, quand tu arrives dans des périodes de gros doutes, tu enchaînes les paires. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est réussir à identifier cette période de doute. Tu vois que ça fait pas de plus haut, que les mèches sur les chandeliers environnaliers ressemblent à plus grand chose. Donc hop, j'essaie de me contrôler. Maintenant, celui qui malheureusement n'arrive pas à se contrôler, il va essayer de faire une stratégie de suivi de tendance dans un marché qui n'est pas en tendance. Donc mécaniquement, qu'est-ce qu'il va faire? Des pertes. Et pas qu'un peu, il va en faire beaucoup. Donc déjà, il faut être capable d'identifier dans quel type de marché tu es. Ça, c'est le rôle de l'analyste technique. Là, je parle bien d'analyste technique. C'est-à-dire en gros savoir si on est en tendance ou pas en tendance. Si tu es en tendance, tu fais stratégie de suivi de tendance et du coup, tu feras des pertes, mais tu feras plus de gains que de pertes. Et si tu es dans une stratégie dans une marché sans tendance, tu fais du trading range ou tu fais pas de suivi de tendance. Donc, ensuite, pour la gestion psychologique de la perte, il y a quelque chose qui est récurrent en gros chez les élèves, c'est la sérénité. C'est-à-dire qu'en gros, comme on a un système statistique et comme on sait que en suivant les tendances, on se fera des plaisirs, et puis ils voient les résultats des plus anciens, ils sont sereins face à la perte. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a que très peu, et il y en a bien sûr évidemment qui perdent et qui pètent un plomb à cause de ça, mais il y en a très peu qui, quand ils perdent, pètent un plomb. Je leur apprends dès le début en gros à être des machines, c'est-à-dire tu perds, tu t'en fous, t'es un soldat, tu perds, tu t'en fous, tu perds, tu t'en fous. T'es là pourquoi? T'es là pour gagner, tu perds, tu t'en fous, tu continues, et puis au bout d'un moment, ça va payer. Tu vas accrocher ton mouvement et tu vas rattraper tes pertes, point final. Donc c'est un peu un lavage de cerveau si tu veux, mais voilà, je pense que quand on débute, on a un peu besoin de ça, de relativiser la perte et de s'en foutre royalement en fait. On perd, ok, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Déjà, l'autopsie et l'autocritique de ton trade, c'est très important. J'ai perdu, pourquoi? Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Non. Alors c'est parfait, j'ai super bien tradé. Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Ben ouais, t'as fait une stratégie de suivi de tendance dans un marché en tendance neutre. Bon bah ok, alors c'est de ma faute, tant pis pour moi. La prochaine fois, je recommencerai pas. Ok, oui, bah après voilà, c'est une difficulté, c'est pas ce qui ça remet pas en question la profitabilité ou non du système. Je te disais juste, donc toi c'est bien géré, justement il faut avoir un mental fort. Et donc a priori tu l'as et c'est ce que tu apprends également dans le cadre des formations. C'est ça. En termes de pourcentage de profit mensuel ou annuel, qu'est-ce qui te semble, est-ce qu'il y a des objectifs moyens qui reviennent souvent ou est-ce que tu penses qu'on peut faire des très gros profits? C'est vraiment subjectif et propre à chacun. C'est subjectif, hein. Je pense que quand on regarde des fois les performances de certains qui font 1000, 2000, 3000% par an, que ce soit en manuel ou en robot, je pense que absolument tout est possible. Après, ça dépend. Moi, je parle pas vraiment en termes de pourcentage. Je vais plutôt réfléchir en termes de ratio. Et après, ça dépendra le risque que tu prends. Par exemple, moi, je me suis toujours fixé comme ratio minimum par mois 6. Ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est que pour moi le ratio? Admettons que je prenne un trade et je mets un stop à 30 pips et j'en gagne 60. Bon, j'ai un ratio de 2 sur le trade. Le prochain trade,
je mets un stop à 100 pips et je perds 100 pips. Bon, bah, j'ai -1 de ratio parce que j'ai perdu ce que j'ai risqué. Donc, bilan de mes deux trades, bah, j'ai +2 et -1, ça fait +1. Ensuite, le prochain trade, pareil, je vais le perdre. Cette fois-ci, j'ai un tout petit trade, j'ai pris un stop à 12 pips, hop, je le perds. -1, je passe à 0 de ratio. Et puis, je perds un autre trade, je passe à -1, et admettons que tout d'un coup, je prenne un bon trade avec un ratio de 3, donc je risque 12 pips et je gagne 36, et là, parfait, je passe de -1 en gros à +2. Après, en fait, j'ai accroché une tendance, parce que pour faire un ratio comme ça, généralement, c'est dans une tendance. Là, je vais la pyramider, alors je vais faire des petits -1 de temps en temps, mais grosso modo, je vais faire des fois des +1, 5, +2, +3, etc. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, si j'additionne tout ça, j'ai peut-être +4. Donc en fait, moi, ce que je veux de mes élèves, c'est qu'ils fassent au minimum tous les mois +6. Pourquoi +6? Parce que quand tu prends 1% de risque par position, faire un ratio de 6, ça veut dire que tu fais 6% par mois. Et 6% par mois, c'est 100% par an. Donc moi, je leur demande au minimum de faire 6% par mois, ou en tout cas, d'avoir un ratio de 6. Maintenant, s'ils prennent un risque de 2%, ben, ils feront 12% par mois. Alors, la réalité est tout autre. Certains, après, c'est la période qui a été facile, hein, qui vraiment a vraiment perdu en suivant la tendance. Je parle des suiveurs de tendance, hein. Mais qui est-ce qui aurait perdu dans ces mouvements comme ça, franchement, en suivant la tendance? Très peu. Donc là, si tu veux, les résultats des 2 derniers mois des élèves, ils sont un tout petit peu hallucinants, mais parce que le marché était un peu hallucinant. Donc il y en a certains qui ont fait 100% en 4 semaines, il y en a un la semaine dernière qui fait 40% en une semaine, parce qu'il a pyramidé, mais tu connais sans doute les stratégies de grid, tu sais, Grid Me Up et compagnie. Non, en fait, je connais pas. Bah, je connais le principe de pyramidé, mais stratégie de grid, etc. Non, je connais pas. Enfin, j'ai déjà entendu, bien sûr, mais ouais, j'ai pas développé. En gros, si tu veux, ça descendait tellement qu'il a descendu ses stops, et donc ça lui a bloqué une somme gagnée, si tu veux. Et cette somme gagnée, il a re-risqué, il a découpé en plusieurs parties, et il a re-risqué sur le marché. En fait, il s'est pas pris la tête, il a fait une ligne tous les 10 pips, et à chaque fois qu'on touchait la ligne, hop, il prenait une position avec un stop à 20 pips, donc 2 fois en gros le 10 pips, donc il stop à 20 pips, et il disait, bah voilà, si mon stop est touché, je perds par exemple 1/5 de l'argent que j'ai bloqué avec mes stops descendus. Et comme il a eu de la chance, le mouvement est descendu, c'était sur l'Orient, et il est descendu vraiment très très fort, et bien forcément, à la fin du mouvement, ça fait un très haut ratio. Ça, plus c'est quelqu'un qui traite énormément le DAX, et c'est vrai que le DAX, les indices sont assez volatiles et ça bouge pas mal. Et du coup, sur la semaine, il a fait un ratio de 20. Donc avec un risque de 2%, bah, ça fait 40% de plus-value. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en termes de ratio, tu vois, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, je pense que tout le monde ici a déjà vu les résultats des championnats de trading. Il y en a qui font 500-600% par jour. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais les prises de risque, etc. Oui, ok, d'accord. Mais quand bien même, ils l'ont quand même fait. Et la finalité, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir gagné un peu en prenant peu de risques, ou est-ce que c'est d'avoir maîtrisé son risque, même si on en a pris beaucoup, mais on l'a maîtrisé, on a gagné beaucoup? Moi, je pars du principe qu'on est là pour faire de l'argent, on est des traders avant tout, donc on est censé quand même prendre du risque. Maintenant, il doit être maîtrisé. Par exemple, moi, mes comptes de trading, si tu veux, je ne considère pas ça comme un capital. Le capital, c'est tout l'argent que j'ai dans tout mon patrimoine, et les comptes de trading, ce sont des parties de mon capital. Donc peut-être qu'en fait, je risque que 1% ou 0,5% de mon capital, mais sur mes comptes de trading, je me fais plaisir, je prends 5 ou 10%. Alors maintenant, peut-être que si je fais 10 trades par affilée, ben, le compte il est cramé. Et alors, si je perds 2000 € sur un compte à 2000 ou 2000 sur un compte à 10 000, pour moi c'est pareil, hein. J'ai perdu 2000 € quoi qu'il arrive. Donc j'aurais plus qu'à réouvrir un compte avec 2000 € et à recommencer. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, au lieu d'avoir un compte à 10 000 €, je préfère avoir 5 comptes à 2000 € si tu veux, et je trade 10%, donc avec un risque de 200 € par trade. Et voilà, quand je perds 1, 2, 3, et puis si je gagne 400, 600, et je préfère avoir ce genre d'attitude extrêmement agressive. Alors maintenant, si ça me correspond à moi, les élèves, ils ne font pas trop ça, parce que pour l'instant, je pense que même s'il y en a qui ont des bons résultats, c'est trop... le plus ancien, en gros, il a qu'1 an de pratique, si tu veux, donc pour moi, c'est pas vraiment assez. Donc j'attends qu'ils aient encore 2-3 ans d'expérience, et après, ils pourront faire ce genre de choses. Et une autre pratique que je fais également, c'est une stratégie de gestion pyramidale. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, je segmente mon patrimoine, si tu veux, avec un gros triangle. Alors, est-ce qu'ils sont les triangles? Alors, il n'y en a pas ici, mais je vais te faire des carrés plutôt, voilà. Donc, si tu veux, tout en bas, une sorte de pyramide, voilà, tout en bas, et puis on monte de plus en plus. Et au plus haut, si tu veux, j'ai la plus grosse partie de mon capital, et je prends très peu de risques dessus. Par exemple, du trading long terme, ou sur les actions, etc. etc. L'argent qui est généré ici va être directement mis ici. Et là, c'est plutôt des stratégies plus risquées. Donc, c'est ce que je fais quasiment peut-être tous les jours, du day trading, de l'intra-week, etc., etc. Et une partie de l'argent que je gagne, alors il y a de l'argent qui est cramé des fois, mais une partie de l'argent que je gagne, hop, ça, c'est à réintégrer en dessous. Et en dessous, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça va en surprendre plus d'un, mais ça, c'est des stratégies complètement hallucinantes. Alors, par exemple, USD HKD,
euro CHF. Là, si tu veux, quand l'euro CHF, alors là, ils nous ont fait un sale coup là, en augmentant la marge, mais quand l'euro CHF est arrivé à 1,20, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre 3 000 euros sur un compte, je vais utiliser le maximum de marge possible en laissant quand même une variation de 100 pips, c'est-à-dire que si 100 pips descendent, si ça descend de 100 pips, ben, ma marge ne va pas être cramée et du coup je vais pas être clôturé. Mais je me dis que voilà, je suis à 1,20, si je risque une belle somme, ça peut me faire un joli petit billet de 5 000 ou 6 000 euros d'ici 2-3 mois si ça monte. Alors malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, l'euro CHF est toujours à 1,20. USD-HKD, je fais ça depuis 2 ans, quand il arrive dans la zone des 7,75, là, par contre, je fais pas semblant parce qu'il y a besoin d'un gros levier. Donc voilà, je mets des comptes à 15, 20 000 et par contre, sur le compte à 20 000, si tu veux, les 20 000 sont pas risqués. Parce que la marge est tellement importante pour le USD-HKD que si tu veux, sur 20 000 euros, en fait, je peux en risquer maximum que 2-3 000. Donc en fait, je risque 3 000 euros, mais pour risquer 3 000, je suis obligé d'avoir une marge de 20 000. Et là, l'objectif, c'est de multiplier par 30, donc d'avoir un ratio de 30. Donc 30 fois 3, ça fait 90 000. Donc l'objectif, c'est de se faire 90 000 ou en tout cas 50 000 euros sur l'année. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore été à 775, je suis vachement déçu, mais c'est pas grave, on ira peut-être dans l'année. Là, j'ai déjà des positions dessus. Je suis chez Alpari pour HKD, parce que chez Alpari, le swap, si tu veux, est positif. Alors que malheureusement, chez d'autres brokers, chez Actitrade, c'est mon broker favori, mais chez Actitrade, malheureusement, le swap est négatif à l'achat. Chez Alpari, il est positif, donc je m'en fous. Tous les jours, je touche 0,2 pips, et puis voilà. Après, j'aime beaucoup les options binaires. Même si on critique beaucoup les options binaires, je les trade chez IG Market. Parce que les options binaires de IG Market sont vraiment très très marrantes à trader. Alors, je suis loin d'être bénéficiaire dessus, mais c'est très fun. Et des fois, je fais vraiment des belles perfs sur les options binaires. Et du coup, ben ça, c'est des petits comptes que j'ai ouverts à côté, tu vois, avec des gains que j'ai fait en cascade, si tu veux. Et le fait de réintroduire des gains en cascade, ça te permet tout en bas d'avoir un capital, un compte des comptes de trading pour lequel, si tu perds, tu t'en fous, ça ne va pas impacter, si tu veux, ta vie. Et donc, sur des petits comptes, là, voilà, des fois, j'ai 500 euros, 1000 euros, 200 euros. Ben, c'est des stratégies, par exemple, je te donne un exemple. Je doute d'un trade, je me dis, ah putain, il est un peu tendancieux ce trade, je vais pas le prendre. Ben, hop, je vais le prendre sur un petit compte. Je vais risquer quasiment l'intégralité. Comme ça, si je le perds, j'en ai rien à faire. Et si je le gagne, ben là, je me fais un petit billet sympa dans la journée. Donc, tu vois, ça aussi, c'est une stratégie, enfin, c'est une manière de faire qui est juste logique. C'est pas de la finance pure, tu vois, c'est pas tout le monde, je pense qu'il y a pas mal de monde qui fait pareil. Donc, voilà, c'est juste une stratégie en cascade qui me permet, ben, en bas de ma pyramide, de faire des risques inconsidérés que j'aurais peut-être pas pris en haut de ma pyramide. Et du coup, bah, tu vois, voilà, j'arrive à bien m'en gérer comme ça. Ok, très bien. Bah, merci pour toutes les explications. On pourrait encore parler des heures, il y a des tas de choses à voir, mais Ouais, après, on pourrait parler. le but, c'est, puis je suppose que toi aussi, après tu dois t'occuper d'autres choses, etc., c'est Oui, de j'ai pas vu l'heure. Pardon? J'avais pas vu l'heure qui défilait, c'est vrai qu'il est 17, etc. Ouais, bah, mais franchement, c'est vraiment bien, et je pense que tout le monde a apprécié. J'ai déjà eu quelques échos, c'est vrai que c'est intéressant entre l'intervention d'Arnaud et la tienne. Donc en fait, tout ce que tu viens de décrire là, c'est expliquer de manière plus poussée et préciser et expliquer de manière plus spécifique à chacun dans les formations, c'est ça? Voilà, alors en fait, ma manière de voir et notre manière de voir la formation, si tu veux, pour nous, la formation, c'est pas que le contenu, parce que le contenu, je pense que ceux qui ont vu les webinaires et tout, ils ont déjà une très grosse partie de mon savoir. Non, pour moi, une formation, c'est plutôt en fait, si tu veux, payer pour du contenu, c'est pas trop notre dada. La formation, pour nous, c'est plutôt un accompagnement, le côté pratique, le côté suivi, le côté psychologique, le côté communauté, tu vois, donc plutôt la formation, effectivement, on développe ça de manière un peu plus précise et un peu plus poussée, mais c'est surtout un très gros accompagnement et en fait accompagner la personne dans son activité de trader, tout simplement. D'accord, ok. Il y a combien de personnes par formation? Alors là, en fait, on fait, si tu veux, il y a 4 formations par an en pro, donc à chaque fois il y a 5-6 personnes, et en swing, il y a 10 formations par an et ça varie de 5 à 8 personnes. Et à côté de ça, il y a des formations différées, donc ça, il y en a une dizaine de personnes qui en prennent par mois. Donc voilà, en gros, c'est grand max à peu près 8 personnes. On fait aussi des séminaires et je suis aussi conférencier à Euromed à Marseille. Et là, j'ai une trentaine d'étudiants en finance, donc je leur apprends un peu voilà, l'analyse technique, etc., etc. D'accord, ok. Et t'es basé où toi? T'es sur Paris, vos bureaux à DM Trading? Alors non, moi c'est Monaco, Cannes, donc plutôt la Côte d'Azur. D'accord, ok. Ok, ok. Alors, bah, je sais pas si tu as encore du temps, mais ce que je proposerais aux personnes qui nous suivent, c'est de poser des questions. Alors, il y en a sûrement qui ont déjà posé, donc je vais faire le point. Et puis, si vous voulez poser Ok. spécifiquement des questions, et si j'ai pas eu le temps de les voir, n'hésitez pas à les remettre et on va voir ça donc tout de suite avec Pascal. Alors, il y a je sais pas. Peut-être que si ça on avait vu. Ok. C'est pas un site, mais on va regarder le marché. 20. Ah oui, alors,
toi, ce que tu traites, c'est spécifiquement le Forex? Ou tu traites également les futurs, des marchés actions, des choses comme ça? Non, je trade le Forex parce que ça me permet d'avoir une marge très faible. Par exemple, voilà, tu vois, si je voulais trader les montants que je trade sur les futurs, il me faudrait un compte 5 fois supérieur. Alors que moi, voilà, si je mets 5 ou 6 000 euros sur le Forex, bah, je sais que je peux trader des gros montants. Parce que la marge requise, si tu veux, pour prendre une position est vraiment très très basse. Hein. Quand tu as un FLV de 400, en gros, pour prendre une position de 100 000, ta marge requise, c'est 0,25%, c'est très petit. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis resté sur le Forex. Et puis ensuite, parce que bah, c'est un marché que je connais assez bien, donc je ne vais pas voir ailleurs, on va dire. D'accord, ok, très bien. Alors, ok, ça on avait vu. On va avoir plutôt sur alors, je savais que trader c'est un métier de souffre-douleur. Bien sûr, coup, les graphes sont issus de la finance. Et bien sûr, ce coup-là, sur les graphes non issus de la finance, je suis pas là. Ouais, bon. Quelqu'un qui disait par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, tu sais, qu'on pouvait étudier sur des graphiques également qui n'avaient rien à voir avec la finance et qu'on pouvait observer les mêmes choses et que ça n'avait pas tellement d'importance. Il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord. Après, ce serait bien d'avoir plus d'arguments si tu as des questions ou des remarques particulières. Point. En fait, si tu veux, moi j'aime beaucoup discuter, donc j'invite cette personne, si vous voulez, à m'ajouter sur Skype et puis je pourrais plus développer, parce que c'est vrai que là on va être pris au niveau du temps. Mais si tu veux, fais le test, hein, regarde n'importe quel graphique et tu verras que tu auras des tendances, etc. Après, la différence entre un marché qui est lié, enfin un graphique au hasard et le marché, c'est que si tu veux, pour faire bouger le marché, c'est quoi? C'est les réactions des investisseurs face à des aléas économiques. Alors, sachant que les aléas économiques, des fois, ils sont prévus ou non prévus, mais en gros, c'est que des réactions. Il y a des réactions en chaîne aussi, chasse au stop, manque de volume d'un côté, donc hop, le marché bondit et va chercher les volumes un peu plus haut. Mais le comportement, en fait, si tu veux, la cause du mouvement est différente, mais le comportement est vraiment identique. D'accord, ok. Alors. Après, encore une fois, j'insiste, c'est ma façon de voir les choses. Donc, si tu veux, tout ce que j'ai dit là, c'est absolument pas quelque chose de général. Hein, enfin, ça, je sais que toi, tu sais, mais voilà, j'insistais auprès des internautes. C'est bien évidemment ma vérité et ma manière de voir les choses et de trader et qui correspond en fait à ma psychologie et à ce que je voulais en fait en tant que ce que je voulais être comme trader. Voilà, ça correspond tout à fait à ce que je voulais. D'accord. Ok. Alors, fonctionnaire. Pardon. Mais sur un support horizontal et une moyenne mobile, ça n'a un peu rien à voir. C'est-à-dire qu'il disait tout fonctionne tant que tu coupes les pertes et que tu laisses courir les gains, je pense non. Demandez rien de Exactement. Tout fonctionne du moment où tu fais ça, mais j'ai plutôt tendance à dire que tout fonctionne du moment où tu as la capacité psychologique de le faire. Voilà, la capacité psychologique c'est la base de ton raisonnement. Ensuite, l'idée c'est de faire des études statistiques pour mettre les probabilités dans ton sens. Donc en fait, d'optimiser tes gains et de minimiser tes pertes. Ouais, après c'est plutôt pas probabilité dans le sens la probabilité de gagner tel trade ou pas, mais plutôt probabilité d'être gagnant à long terme. Ouais, bien sûr. Que, voilà. Bien sûr, ouais, okay, on est d'accord. Ouais. Alors, je continue la lecture là. Ok, ça on avait vu. Tout fonctionne sur quelle unité de temps on avait vu. Sur quelle UT tu détermines la tendance et sur quelle UT tu prends les positions. Alors, tu as dit que ça dépend. Voilà, en gros la tendance de fond, pour moi, je vais l'avoir en journalier, la tendance intermédiaire en 4 heures. Et puis, donc, soit je prends position en 80-30 si j'ai envie de suivre la tendance journalier, si j'ai du temps devant moi. Sinon, je fais du pur intraday. Donc, je rentre dans cette tendance daily 4 heures, mais sur la volatilité M30, M5, M1. D'accord. Alors là, très intéressant, les mecs de DM Trading disaient MacGyver. ES-Trade disait les championnats, c'est sur des comptes démo, ça n'a rien à voir, disait ES-Trade par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je crois que tu parlais plutôt des championnats, toi, de carrément les robots, là, c'est ça Oui, alors après, je faisais pas vraiment la distinction réelle démo. Parce que une perf, que ce soit en réel ou en démo, ça reste quand même très impressionnant. Maintenant, c'est clair qu'en démo, il n'y a pas la dimension psychologique. Mais il faut quand même faire sur 2 perfs. Parce que même en démo, moi, je serais peut-être pas capable de faire 1000 ou 3000% en une semaine. Ouais. Mais par contre, méfie-toi des championnats parce qu'il y a des Chinois ou des mecs là qui sont spécialistes justement dans le fait d'ouvrir plusieurs comptes sous plusieurs noms et de prendre des leviers de fou. Et donc forcément, au final, t'en as un qui gagne pour 5 qui tombent, mais il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça c'est vrai aussi. Après, je pensais plutôt, on va dire, à des championnats un peu plus. Par exemple, j'ai voulu faire un championnat un jour. C'était le championnat d'XTB. Ouais. Et j'ai loupé le premier jour. Bon, c'est pas grave, j'ai loupé un jour. Aujourd'hui, c'est pas passé grand chose. Je vais voir le classement, le premier était déjà à 1000%, j'ai dit ok, c'est bon, je laisse tomber, c'est pas pour moi.
Donc je pensais plutôt à ce genre de perf, tu vois. Enfin, alors maintenant, je sais que le risque, c'est des comptes en démo, le risque est plus important. Mais ça a l'impression, à partir du moment où tu fais cette perf en démo, tu peux exactement faire la même en réel. La seule différence, c'est que psychologiquement, ce sera peut-être plus compliqué, mais puisque tu l'as fait en démo, tu peux très bien faire la même chose en réel. Ok. Alors, terminal, donc ça va être là. Ok. Alors, ESRED, ça on l'avait vu. Windows qui disait Pascal, tu suis la tendance sur le dollar franc suisse, donc précisément et spécifiquement par rapport au dollar franc suisse. Windows te demandait si. Alors non, parce que en fait, ça dépend si tu veux. Comme l'euro CHF est à 1,20, en gros, qu'est-ce qui peut se passer sur l'euro CHF? Après, tu as un biais forcément. Donc moi, mon biais sur euro CHF, j'ai acheté parce que j'espère en gros, si tu veux, une intervention. Donc j'espère que l'euro va monter par rapport au franc suisse. Donc si je dois trader une tendance haussière, ben, je vais préférer l'euro-dollar. Si je dois par contre trader une tendance, enfin si je dois trader, si tu veux, comment dire, la baisse du dollar américain, si c'est pour trader à l'achat à l'euro, ben, je ferai la tendance si tu veux, sur l'euro-dollar. Par contre, si c'est plutôt pour vendre le franc suisse, ben, je le ferai plutôt sur USD-CHF. C'est-à-dire qu'en fait, l'euro-CHF, s'il monte, ben, c'est l'euro qui prend plus de valeur que le franc suisse. Donc, l'euro-dollar montera plus fort que ne descendra l'USD-CHF. Et inversement, si malheureusement ben, l'intervention ne se fait pas, enfin, en tout cas si elle se fait, ben, le franc suisse il peut descendre plus fort que l'euro si tu veux, et du coup ben, je préfère le faire sur les SCHF. Je te donne l'exemple de ODD NZD par exemple. Nous, pourquoi est-ce qu'on a tradé le NZD USD à la baisse et pas ODD USD? Parce qu'en fait, tout simplement, ODD NZD était à la hausse. Donc, comme ODD NZD est à la hausse, ça veut dire que le dollar australien est plus fort que le NZD, et donc plutôt que de vendre le dollar australien, ben, je préfère vendre le dollar néerlandais. D'accord, ok. Ouais, donc tu vas. Bon, au niveau des pertes, en fait, tu vas justement chercher la meilleure configuration. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Arnaud, où lui il va essayer de chercher. Déjà, il va déblayer en regardant les secteurs, puis après plus spécifiquement un titre. Toi, c'est pareil, tu vas chercher ce qui est intéressant et ensuite la manière la plus quel produit permet de jouer un scénario de la manière la plus intéressante, quoi. Voilà. Après, je suis quand même beaucoup plus souvent sur les océaniques et sur l'euro que sur les autres. En Ok. gros, le canadien, si tu veux, je pense que c'est un peu un électron libre et donc de temps en temps, il est sympa à trader, mais pas tout le temps. En ce moment, il est quand même horrible à trader. Le yen, de temps en temps, il est extrêmement corrélé au dollar américain, donc je ne traite pas USD yen. Des fois, tu as des grosses décorrélations, donc ça peut être des mouvements sympas. Pareil, euro-dollar ou yen, je ne vais pas le trader en même temps. Je vais regarder ce que fait USD yen et je vais choisir si je trade euro-dollar ou yen. Donc, j'ai toujours plus ou moins les mêmes paires, mais j'essaye quand même d'être un tout petit peu large. Et des fois aussi, j'aime beaucoup trader des paires un peu exotiques. Le dollar de Singapour, le PLN, la livre turque aussi, quand le swap est en ma faveur. Voilà, c'est des paires que de temps en temps, j'essaie de faire quelque chose dessus. Mais si tu veux, comme c'est pas des paires que je suis tout le temps, je capte pas tous les mouvements et du coup, je pense pas être bénéficiaire depuis toutes ces années dessus parce que je traite pas tous les mouvements. Mais j'aime bien des fois, voilà, aller voir un peu à droite à gauche. Après, il y a les métaux qui m'intéressent beaucoup, surtout l'or, parce que quand ça part, ça fait pas semblant et j'aime beaucoup, comme je crois que tu as compris, j'aime beaucoup la volatilité, la nervosité. Donc voilà, de temps en temps, j'essaie de trader l'or. Ok, ok, ok. Alors, ça on avait vu. C'est vrai que disait j'ai un compte de 50 000 et je trade avec 300 dollars le point sur le S&P. Donc, que vous aimez le forex, c'est une chose, mais dire on a forcément besoin d'un capital extraordinaire pour les futurs, c'est faux, disait ES Trade. Alors après, ES Trade, est-ce que ouais, c'est chez qui que t'es? Parce qu'aussi, il faut faire attention aux faux contrats futurs, parce qu'il y a des brokers, comme par exemple, je pense à FX Pro, qui n'est pas un mauvais broker, mais ils présentent des futurs, mais en fait, c'est des CFD derrière. Donc, normalement, c'est vrai Alors, ouais, vas-y. après, je pense que ES-Trade, il est plutôt sur les vrais futurs, hein, parce qu'un compte à 50 000, généralement, on ne s'amuse pas avec le CFD. Maintenant, en fait, si tu veux, ES-Trade, je parlais plutôt en comparaison du levier que. Alors maintenant, je sais que les leviers sur les futurs ont énormément augmenté depuis un an et demi, 2 ans, mais tu peux pas trader les mêmes montants avec les mêmes volumes sur les devises que sur les futurs. C'est pour ça que, par exemple, je préfère m'orienter vers le levier du Forex que le levier du futur. D'accord. Et je parlais pas de capital extraordinaire, mais en tout cas plus important si tu veux que sur le Forex. D'accord. Ok. Alors, il y avait point qui nous donnait un graphe, c'était quoi? Débit maximum en fonction du temps non placé. C'était quoi, point, le graphique que tu nous as montré? J'ai pas bien compris, si tu peux préciser s'il te plaît. Pierre qui nous disait merci Pascal pour ton partage, toujours aussi instructif, j'adore. Est-ce que tu disais non, lol, je suis pas sur CFD. Oui, maintenant vous pouvez ouvrir un contrat avec 1000 dollars, disait Westred.
par rapport Ouais, à mais ça. ça reste quand même un effet levier quand même plus petit que ce qu'on peut faire sur les devises, quoi. Enfin, en tout cas, sur le spot forex. Ok, ok. Bon, a priori c'est tout. Donc, bah moi, j'ai trouvé ça très intéressant, Pascal. Demain, on va recevoir d'autres de tes analyses, c'est ça? Alors, c'était le prévu à la base, mais ils sont pas aussi rigoureux que nous. Ouais. Donc, ils sont encore surchargés. En fait, si tu veux, c'est une autre activité, c'est la programmation pour les brokers, si tu veux. Donc, par exemple, on optimise les smart orders et compagnie pour MT4, MT5 et pour toute autre plateforme, par exemple MarketScope et compagnie. Donc, je te recontacterai pour replanifier plutôt ce genre d'intervention. Là, ce sera plutôt pour parler de trading automatique et de ce genre de choses. Donc là, lui, il n'est pas prêt de son côté. Donc, je te redirai en gros au mois de juillet, quand on sera plutôt opérationnel, pour en discuter. Ok, pas de problème. Bah, donc dans ce cas-là, j'annule parce que j'avais indiqué dans la partie événements à venir. Donc je vais annuler ça. Donc demain, on ne recevra pas les autres employés C'est de ça. chez DM Trading. Donc on les recevra certainement prochainement. Ok, merci Ouais, pour tout, Pascal. Donc bah, on a déjà beaucoup parlé de DM Trading. Donc c'est vraiment que ça ton activité, hein. Le service que tu viens proposer et présenter, c'est les formations de DM Trading. Il n'y a pas autre chose. pour les particuliers, il n'y a que ça. D'accord. Et autrement, pour les professionnels, t'as une autre activité. Tu fais aussi de la gestion, peut-être. C'est Alors, j'ai arrêté la gestion l'an dernier pour me consacrer exclusivement à la formation. Non, c'est plutôt du consulting et voilà, par exemple, pour lutter contre la spéculation sur matières premières, consulting en analyse technique et fondamentale, recommandations, voilà, et formation également professionnelle. Mais pour les particuliers, effectivement, c'est que la partie formation. Et ce qu'on veut développer également, c'est une sorte de plateforme de trade avec uniquement les élèves de DM Trading. C'est-à-dire qu'en gros, les élèves qui ont vraiment eu de bons résultats, en gros, on prend les 20 meilleurs et les 20 meilleurs pourront gérer un pool de clients au travers d'une plateforme dédiée qu'on essaie de créer. En fait, c'est une sorte de solo trade, mais avec juste nous en tant que provider. ok, parfait. Bah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter au final? Bah non, à part bonne chance sur les marchés. Ok, merci pour tout, Pascal, c'était vraiment super. À Ah, bientôt, merci à peut-être toi, qu'on te Fab. recevra de nouveau. Eh ben, avec plaisir. Ok, Et si jamais tu passes sur la côte, fais signe. sur la quoi, pardon? Sur la côte. C'est-à-dire? Si tu descends dans le sud. Ah, sur Et la si tu côte! Ah, passes sur la chez moi. côte, la Voilà, sur côte! la côte, la Parce- côte. Voilà. Moi, tu me dis côte, je passe au Paris sportif. Voilà, la côte, ouais. La côte. Bon, allez, à plus tard. Ah, ciao, ciao, au revoir. Ciao. Voilà, donc c'était Pascal et Arnaud. Très intéressant, puisque Arnaud, ancien trader professionnel, c'est quand même important de recevoir ce type de personnes. C'est pas rien. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ils ont été très généreux en information, mais ils sont là depuis plus de 2 heures. Vraiment très intéressant. Vous retrouverez ça en différé, je les couperai, donc vous aurez l'un et l'autre qui sera disponible très prochainement.